Son avocat s'est penché vers lui et a murmuré 5 mots. Juste 5. Et le visage de Guillaume, ce visage suffisant et arrogant, que j'avais contemplé de l'autre côté de la table du petit déjeuner pendant 15 ans, est devenu livide. Ses mains se sont mises à trembler. Les documents qu'il était si impatient de signer s'agitaient comme des feuilles dans la tempête. Et moi, pour la première fois depuis 3 ans, j'ai souri. Il ne savait pas que l'encre qu'il venait de déposer sur cette page n'assurait pas son avenir. Elle le faisait exploser. Mais avant de vous raconter comment un homme qui se prenait pour un roi a signé son propre arrêt de mort, laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi d'où vous regardez et quelle heure il est dans votre coin du monde. Je lis absolument tout. Rembobinons. Pour comprendre le crash, il faut voir le véhicule avant qu'il ne percute le mur. Il y a 3 mois, je me tenais dans le grand hall de fermentation du château Valmont. C'est le genre d'endroit qu'on voit dans les magazines de voyage de luxe, murs en pierre de taille, plafond voûté et une vue sur les vignobles de Saint. Émilion qui se facture 50 € la dégustation. Sur Instagram, ça ressemble au paradis. Mais si vous vous y connaissez en vin, vous savez qu'une belle étiquette peut cacher beaucoup de vinaigre. Je vérifiais le taux de sucre du merlot quand Guillaume est entré. Mon mari depuis 15 ans. Le visage du château Valmont. Il portait un costume qui coûtait plus cher que ma première voiture et vérifiait son reflet dans la cuve en inox. Il n'a pas dit bonjour. Il n'a pas demandé comment se passaient les vendanges. Il a juste posé une chemise cartonnée sur la table de dégustation, comme s'il livrait un rapport trimestriel. Je restructure. Manon, a-t-il dit. Il ne m'a même pas regardé. Il enlevait une poussière imaginaire sur son revers. La marque a besoin d'une énergie plus jeune, d'un visage frais. Et franchement, notre mariage est hors sujet. Il n'a pas dit qu'il ne m'aimait plus. Il ne s'est pas excusé pour la liaison, dont tout le vignoble parlait déjà à voix basse. Il a présenté notre divorce comme un pivot marketing. Il voulait faire un rebranding de sa vie. Et j'étais l'actif obsolète qu'il liquidait. Je veux le domaine, a-t-il continué, comptant les éléments sur ses doigts comme s'il commandait un menu déjeuner. La maison, les droits sur l'étiquette et la cuvée Prestige. Tu peux prendre le cash du compte joint et recommencer à 0 quelque part, de plus petit. C'est généreux, considérant que c'est moi qui ai bâti cet endroit. Lui bâti? J'ai failli rire. Guillaume ne savait pas distinguer un cep de vigne d'une mauvaise herbe. C'est moi qui avais passé 10 ans les mains dans la terre. C'est moi qui dormais dans les vignes, lors des alertes au gel pour maintenir les braseros allumés. J'étais la chef de culture, la directrice financière et la femme de ménage quand le personnel démissionnait. Lui, c'était la mascotte. Mais les narcissiques ne voient pas le labeur. Ils ne voient que les applaudissements. J'ai pris le dossier. C'était un accord de règlement, déjà rédigé. Il voulait tout. Les terres que ma tante Solange m'avait léguées. Le millésime que j'avais passé 5 ans à perfectionner. Il voulait me dépouiller et m'expulser de l'empire que j'avais construit de mes propres mains. Mais le véritable coup de poignard n'est pas venu des papiers légaux. Il est venu de mon téléphone. Plus tard ce soir-là, alors que j'emballais mes affaires pour déménager dans la dépendance parce qu'il avait poliment demandé que je libère la maison principale pour l'image mon fils, Léo est entré. Il n'a rien dit. Il a juste tourné l'écran de son téléphone vers moi. C'était un post Instagram du compte officiel du château. Une photo de Chloé, 26 ans, consultante lifestyle, 0 expérience en viticulture et un sourire très coûteux. Elle tenait un verre de mon Cabernet 2019, celui pour lequel j'avais saigné. La légende disait « Nouvelle vision, nouveau goût. Rencontrer le génie créatif derrière notre prochaine cuvée Prestige, Chloé. Elle ramène la magie dans les vignes. » Les commentaires affluaient déjà. Enfin un look frais. Elle est tellement talentueuse. Guillaume ne me quittait pas simplement. Il m'effaçait. Il prenait mon travail, ma propriété intellectuelle, ma sueur, et la donnait à une femme qui pensait que le terroir était une race de chiens. C'était une exécution publique de mon identité professionnelle. Une campagne de rumeurs conçue pour me rendre obsolète avant même que les papiers ne soient signés. J'ai regardé l'écran. J'ai regardé les cartons de ma vie empilés contre le mur. Une personne normale aurait jeté le téléphone. Une personne normale aurait hurlé jusqu'à faire exploser les fenêtres. Mais je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. L'émotion n'est qu'une donnée corrompue en temps de crise. J'ai éteint le téléphone et regardé Léo. « T'inquiète pas », ai-je dit. Ma voix sonnant étrange et métallique dans la pièce vide. « Laisse-les avoir le crédit. Le crédit ne paie pas les factures.
Guillaume pensait prendre un trophée. Il pensait voler une mine d'or. Il n'avait pas vérifié les analyses de sol. Il n'avait pas regardé la structure des racines. Il était tellement occupé à admirer la surface brillante qu'il a raté ce que j'avais découvert il y a 3 ans. Il ne savait pas qu'il ne volait pas un royaume. Il volait un cimetière. Vous vous demandez peu? Être pourquoi je n'ai pas riposté sur le champ. Pourquoi je ne lui ai pas jeté les papiers du divorce au visage en hurlant à l'injustice? C'est une question légitime. Mais en viticulture, on apprend que réagir à la météo tue la récolte. Il faut l'anticiper. Et j'anticipais cette tempête depuis 3 ans. La pourriture a commencé bien avant que Chloé ne débarque avec sa ring light et ses hashtags. Elle a commencé sous terre. Il y a 3 ans, je faisais une inspection de routine des racines dans la parcelle 4, nos hectares les plus prestigieux. En surface, les vignes semblaient saines, luxuriantes, vertes, lourdes de fruits. Mais quand j'ai creusé, la vérité m'attendait dans la terre. Les racines étaient noueuses et jaunes. Le phylloxéra, c'est un puceron microscopique qui attaque le système racinaire. C'est le cancer du monde viticole. Il n'y a pas de remède. Une fois qu'il est dans le sol, il faut tout arracher et brûler. La terre doit rester en jachère pendant des années. Je suis allée directement au bureau pour vérifier le budget de replantation. C'est là que j'ai trouvé la deuxième infection, celle des finances. J'ai ouvert le coffre où Guillaume gardait les grands livres de comptes. Il pensait que je ne m'occupais que du quotidien, de la paye et des coûts de mise en bouteille. Il ne pensait pas que je connaissais la combinaison des vrais livres. L'arrogance rend les gens négligents. Je m'attendais à voir une réserve saine. À la place, j'ai vu une hémorragie. Guillaume avait hypothéqué les terres. Il avait hypothéqué l'équipement. Il avait contracté des prêts à taux usuraires auprès de fonds privés douteux pour financer son branding lifestyle. Les soirées, les Ferrari en leasing, les rénovations constantes de la maison principale, ce n'était pas du profit. C'était de la dette. 4 200 000 € de dette. Le château Valmont n'était pas une entreprise. C'était une pyramide de Ponzi bâtie sur du raisin. Je suis restée assise sur le sol froid du bureau, entourée de registres qui hurlaient la faillite. Mon premier instinct a été de fuir, d'attraper Léo et de partir avant l'effondrement. Mais je me suis arrêtée. Il existe un concept en psychologie de survie que les gens confondent souvent avec la faiblesse. Ils voient une femme rester dans une situation toxique et appellent ça de l'impuissance apprise. Ils pensent qu'elle est paralysée par la peur. Ils demandent « Pourquoi n'est-elle pas simplement partie ?» Mais je n'étais pas paralysée. J'étais en embuscade. Si j'avais demandé le divorce ce jour-là, la dette aurait été un bien matrimonial. La moitié de ce boulet de 4 millions d'euros aurait été attachée à ma cheville. J'aurais perdu l'héritage de tante Solange. J'aurais perdu le fonds pour les études de Léo. Je serais partie avec rien d'autre que des dettes. Je ne restais pas par faiblesse. Je restais par calcul. Je suis devenue un agent dormant dans mon propre mariage. J'ai réalisé que le silence n'était pas de la soumission. C'était une stratégie. Pendant 3 ans, j'ai joué le jeu. J'ai souri à ces galas de charité. Je l'ai laissé s'attribuer le mérite des millésimes que j'avais sauvés. Et pendant qu'il était occupé à faire le paon pour les caméras, je construisais un pare-feu. J'ai documenté chaque prêt qu'il signait à mon insu. J'ai tracé chaque euro qu'il siphonnait pour des frais de consultation qui allaient directement à ses maîtresses. J'ai déplacé mes biens propres les 850 000 € que tante Solange m'avait laissés dans une fiducie intouchable pour Léo. Je me suis assurée que mon nom n'était pas sur les nouveaux emprunts. Je me suis assurée que sa signature était sur chaque actif toxique. J'ai arrêté d'essayer de guérir le phylloxéra. Je l'ai juste géré. J'ai gardé les vignes assez vertes pour les photos, sachant qu'elles mouraient en dessous. J'ai laissé Guillaume croire à l'illusion, parce que son ego avait plus besoin du mensonge que son compte en banque n'avait besoin de la vérité. Alors, quand il m'a tendu ses papiers du divorce, exigeant le domaine, la terre et la cuvée prestige, je n'ai pas vu un homme qui me prenait tout. J'ai vu un homme entrer volontairement dans un immeuble en feu et verrouiller la porte derrière lui. Il voulait la marque? Parfait. Il pouvait l'avoir. Il pouvait avoir les 4 millions de dettes. Il pouvait avoir les vignes mourantes. Et il pouvait avoir la cuvée prestige. Surtout fois la cuvée prestige. Parce qu'il y avait une dernière chose que je ne lui avais pas dite. Un dernier détail qui allait transformer son tour d'honneur en marche funèbre. Guillaume appelait ça le pavillon d'amis. Moi, j'appelais ça l'exil. Mais en viticulture, il faut parfois tailler une vigne jusqu'à la souche pour qu'elle survive à l'hiver. C'est ce que je faisais.
J'ai déménagé ma vie dans 35 mètres carrés de placo humides. Et j'ai regardé par la fenêtre ma remplaçante prendre possession de la maison principale. Chloé n'a pas perdu de temps. La redécoration a commencé un mardi. J'ai vu une équipe de déménageurs sortir la table en chêne massif de ma grand-mère solide, lourde, réelle, pour la remplacer par un truc en verre et chrome, qui avait l'air de pouvoir se briser si on posait une bouteille de vin un peu trop fort. Mais la vraie violation s'est produite dans le labo. J'avais un petit espace près de la cuisine où je gardais mes échantillons de sol, mon matériel de titrage, et 20 ans de journaux documentant chaque pluie, chaque gelée, chaque récolte depuis mes 14 ans. C'était le cerveau du vignoble. J'ai vu Chloé sortir avec un carton étiqueté « Analyse de sol, 1998 à 2005 ». Elle n'a pas regardé à l'intérieur. Elle n'a pas demandé ce que c'était. Elle l'a bainé dans le recyclage comme si c'était des prospectus. C'est tellement encombré là-dedans. Je l'ai entendu dire à Guillaume plus tard, sa voix portant à travers la cour. Je vais en faire un studio de yoga. La lumière est parfaite pour le contenu, l'œuvre de ma vie, mon héritage scientifique, échangé contre un studio de yoga et un meilleur éclairage pour TikTok. Je voulais courir là-bas et hurler. Je voulais sortir mes journaux de la poubelle. Mais je n'ai pas bougé un muscle. Si je réagissais, je montrais que ça m'atteignait. Si je montrais que ça m'atteignait, Guillaume saurait que j'avais encore quelque chose à perdre. Et la clé de cette arnaque était de lui faire croire que j'avais déjà tout perdu. À la place, je me suis détournée de la fenêtre et je me suis concentrée sur le seul papier qui comptait. L'acte de fiducie. J'avais passé la matinée avec une avocate spécialisée en protection d'actifs. Nous avions sécurisé mon héritage. C'était un bunker financier. Guillaume ne pouvait pas y toucher. La banque ne pouvait pas y toucher. C'était sauf. L'argent sécurisé. J'ai commencé à déballer le peu de carton que j'avais apporté au pavillon. Au fond d'une caisse remplie d'outils de jardin, ma main a effleuré du métal froid. J'en ai sorti un vieux sécateur rouillé et robuste. Il avait appartenu à tante Solange. C'est elle qui m'avait appris que le vin ne se fait pas dans une salle de réunion. Il se fait dans la boue. Je me suis souvenue du jour où elle me l'avait donné. J'avais 10 à 9 ans. Je pleurais parce qu'un gel avait tué ma première récolte. Elle m'avait pris le menton de sa main rugueuse et tachée de terre, et m'avait forcé à regarder les vignes mortes. Les raisins ne crient pas quand on les écrase, Manon, avait-elle dit. Ils deviennent juste quelque chose de plus fort. Soit le vin, pas le fruit. J'ai tenu le sécateur, sentant son poids. La rouille s'effritait sur ma paume. Pendant 3 ans, j'avais été le fruit. Je les avais laissés me meurtrir, me presser et m'écorcher. J'avais laissé Guillaume prendre le crédit et Chloé prendre l'espace. Mais en regardant la maison principale, brillant de ses nouvelles lumières coûteuses, j'ai réalisé que la phase d'écrasement était terminée. La fermentation est un processus violent. Ça crée de la chaleur. Ça crée de la pression. Et si on ne fait pas attention, ça fait exploser la bouteille. Je n'étais plus triste. Je n'étais plus l'épouse pleurant son mariage. J'étais la vigneronne regardant le manomètre monter, attendant le moment exact pour faire sauter le bouchon. La salle de négociation sentait le café froid et le polish au citron. C'est une odeur que j'associerai toujours au bruit d'un piège qui se referme. Nous étions assis à une table en acajou assez longue pour y faire atterrir un avion. Mon avocate, Nina, était assise à côté de moi, son visage un masque parfait de défaite professionnelle. En face de nous, Guillaume se penchait en arrière sur sa chaise, vérifiant sa montre, irradiant l'impatience ennuyée d'un homme qui a déjà gagné la partie et n'attend plus que la remise des trophées. C'était la partie la plus dangereuse du plan. Si je poussais trop fort, il pourrait réellement regarder les chiffres. Si je me battais pour ma juste part de l'entreprise, son avocat ordonnerait un audit et la dette serait exposée. J'avais besoin qu'il croie que j'étais trop brisée pour me battre. J'avais besoin de nourrir son ego jusqu'à ce qu'il soit si boursouflé qu'il lui bouche la vue sur la réalité. Alors j'ai livré la performance de ma vie. Je ne veux pas du vignoble, ai-je dit, gardant une petite voix, tremblant juste assez pour être convaincante. Je ne peux plus être là-bas, Guillaume. Ça fait trop mal. Je veux juste de quoi recommencer. Guillaume a soupiré, une expiration théâtrale signalant son immense générosité. D'accord. 70 000 €. Une rupture nette. Mais je garde la maison, la terre et tout l'inventaire. Aucune réclamation future. D'accord. Ai-je chuchoté, en baissant les yeux vers mes mains. Mais est-ce que je peux garder Barnabé? Et les albums photos d'avant?
Avant que tout ne change, Barnabé est notre chat de gouttière de 15 ans. Il a 3 pattes et un problème de vessie. Guillaume le déteste. Prends le chat, a dit Guillaume, en agitant la main avec dédain. Prends les albums. Signe juste la renonciation. Il a poussé le document vers moi. C'était la renonciation à la garantie de passif et à l'audit préalable. Le papier qui disait qu'il refusait un audit financier complet des actifs qu'il acquérait parce qu'il connaissait la valeur de sa propre entreprise. Vous pourriez vous demander comment un homme peut être assez intelligent pour diriger une entreprise, mais assez stupide pour signer une renonciation pareille sans regarder. Ce n'est pas de la stupidité, c'est plus profond. C'est un angle mort que possède chaque narcissique, une faille fatale dans leur système d'exploitation. Les psychologues appellent ça le paradoxe de l'omnipotence. Un narcissique croit que sa réalité est la seule réalité. Guillaume regardait le château Valmont, et il ne voyait pas une entreprise avec des bilans et des racines pourries. Il voyait un miroir reflétant sa propre grandeur. Il voyait les récompenses sur l'étagère. Il voyait les likes sur Instagram. Pour lui, le vignoble, c'était fois lui. Et puisqu'il était parfait, le vignoble devait être parfait. Il ne pouvait pas concevoir un monde où il héritait de dettes, car cela impliquerait qu'il avait échoué. Il n'a pas vérifié les comptes, parce que vérifier serait un aveu de doute. Il a signé ce papier non pas par négligence, mais parce que son ego lui interdisait littéralement de voir la pourriture. Il achetait l'étiquette brillante. Il n'a même pas pensé à vérifier le bouchon. Je l'ai regardé signer. Sa signature était large, agressive, prenant plus d'espace que nécessaire. Il a rebouché son stylo, avec un clic satisfaisant. « Tu vois ?» a-t-il dit en décochant à son avocat, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Facile. Elle sait, quand elle est battue. » J'ai levé les yeux vers lui, laissant une larme unique glisser sur ma joue. Ce n'était pas pour le mariage. C'était pour la pure perfection du moment. « Tu as gagné, Guillaume. » ai-je dit doucement. « Tu obtiens tout ce que tu mérites. » Il n'a pas entendu le double sens. Il a juste entendu la reddition. Plus tard ce soir-là, Léo m'a dit que Guillaume avait emmené Chloé fêter ça à Lousteau de Beaumanière. Il a commandé du champagne. Il a porté un toast au fait d'avoir coupé le gras. Il a dit à ses amis que je m'étais pliée comme une serviette bon marché. Il célébrait son tour d'honneur au volant d'une voiture sans frein. Je suis restée assise dans le pavillon avec Barnabé ronronnant sur mes genoux, écoutant le silence. C'était la nuit la plus calme que j'avais vécue depuis des années. Le calme avant la vendange. Je lui avais donné exactement ce qu'il demandait. Maintenant, je n'avais plus qu'à attendre qu'il y goûte. La veille de l'audience finale, l'air dans la dépendance était si immobile qu'on pouvait entendre le bourdonnement du frigo. Je ne dormais pas. J'étais assise à mon bureau de fortune, fixant un PDF sur mon écran d'ordinateur. Ce n'étaient pas les papiers du divorce. C'était quelque chose de bien plus létal. J'appelle ça le contrat fantôme. Il y a 6 mois, désespéré d'avoir du cash pour couvrir ses dettes de jeu et le budget déco de Chloé, Guillaume avait fait quelque chose d'imprudent, même pour lui. Il avait prévendu la totalité de la cuvée Prestige Cabernet, 2019 en primeur à un distributeur national. 10 000 caisses. Il a touché une avance massive, qu'il a immédiatement dépensée. Le contrat garantissait que le vin était classé Grand Cru, noté 95 points ou plus. C'était un accord de distribution standard, sauf pour une clause que j'avais surlignée en jaune. En cas de défaillance du produit ou de dégradation de la qualité avant livraison, le vendeur assume l'entière responsabilité personnelle du remboursement de l'avance plus dommages et intérêts. Guillaume l'avait signé. Il pensait que c'était de l'argent gratuit. Il pensait que le vin reposait en sécurité dans les barriques du Chaibé, vieillissant vers la perfection. Il pensait vendre de l'or liquide. Mais le vin est une chose vivante. Si vous le négligez, il meurt. Ce que Guillaume ne savait pas, parce qu'il n'avait pas mis les pieds dans l'installation de production réelle depuis 2 ans, c'est que le système de climatisation du Chaibé était tombé en panne pendant la canicule. De juillet, la température à l'intérieur de la salle des barriques avait grimpé à 37 degrés pendant 4 jours consécutifs. Moi, je le savais. J'ai vu les alertes sur mon téléphone. Et pour la première fois de ma carrière, je ne me suis pas précipitée pour réparer. Je n'ai pas appelé le technicien. Je n'ai pas allumé les générateurs de secours. J'ai laissé cuire. La chaleur a accéléré l'oxydation. Elle a dépouillé le fruit. Elle a transformé mon chef-d'œuvre, l'œuvre de ma vie, en 10 000 caisses de vinaigrette très chères. La cuvée Prestige 2019 n'était plus du vin, c'était du vinaigre. En prenant le vignoble, Guillaume ne prenait pas seulement la dette. Il prenait le contrat.
Il était légalement obligé de livrer un vin qui n'existait pas. Quand le distributeur ouvrirait ses barriques et goûterait la piquette, il ne demanderait pas juste leur argent. Il le poursuivrait pour fraude. Et parce qu'il avait signé la renonciation de responsabilité dans le divorce, ce procès était le sien, et le sien seul. Léo est entré dans la cuisine, sa tablette à la main. Il avait l'air trop vieux pour ses 15 ans. Il avait les yeux fatigués d'un gamin forcé de grandir pour protéger sa mère. « J'ai sauvegardé les journaux des capteurs », a-t-il dit doucement. Les pics de température, les alertes de panne de clim, les horodatage montrant qu'aucune maintenance n'a été commandée. C'est sur 3 clouds différents. Même s'il efface le serveur local, les données existent. Bien, ai-je dit. Tu as effacé l'historique du navigateur? J'ai une longueur d'avance sur toi, maman. Je l'ai regardé, sentant une vague de fierté féroce et protectrice. Il n'aurait pas dû faire partie de ça. Il aurait dû s'inquiéter de ses contrôles de maths et de ses jeux vidéo, pas de sauvegarde de preuves judiciaires. Mais Guillaume avait fait de ça une guerre. Et Léo était un soldat. Demain va être dur. Lui ai-je dit. Il va être heureux. Il va penser qu'il a gagné. Léo a haussé les épaules. Un mouvement froid et calculé qui me rappelait moi-même. Laisse-le sourire. La photo sera plus belle quand il tombera. J'ai fermé l'ordinateur. Le piège était amorcé. L'appât était pris. La dette était la cage, mais le contrat fantôme était le verrou. Guillaume était sur le point d'entrer dans ce tribunal et de signer la fin de sa vie. Et il allait le faire avec un stylo que je lui tendais. La juge Mercier a regardé par-dessus ses lunettes de lecture, les néons se reflétant sur les verres. La salle d'audience était silencieuse, à l'exception du grattement du stylo de Guillaume. Il signait avec emphase, des traits impatients et agressifs qui hurlaient la victoire. « Monsieur Valmont » a dit la juge d'une voix sèche. « Je dois vous faire déclarer pour le procès-verbal que vous comprenez les termes. Vous assumez tous les actifs du château, mais vous assumez également tous les passifs associés. Les hypothèques, les contrats fournisseurs et les accords de distribution. Comprenez-vous ? » Guillaume n'a même pas levé les yeux. « Oui, votre honneur. Je l'ai construit. Je peux le gérer. » Il a rebouché son stylo et a poussé la pile de papier vers le greffier. Il s'est tourné vers moi, ce sourire condescendant familier jouant sur ses lèvres. « C'est fait, Manon. Tu peux partir maintenant. » Je n'ai pas bougé. Je suis restée parfaitement immobile, mes mains croisées sur la table. À côté de moi, mon avocate, Nina, a plongé la main dans sa mallette. Elle n'en a pas sorti une motion légale. Elle a sorti une chemise cartonnée fine et unique. Elle l'a fait glisser sur la table en acajou. Elle s'est arrêtée juste devant Guillaume. « Juste une copie de courtoisie des documents de transition », a dit Nina doucement. Puis elle s'est penchée et a murmuré les 5 mots que j'économisais depuis 3 ans. Vérifier les températures de la réserve. Guillaume a froncé les sourcils. « Quoi ? La cuvée Prestige », ai-je dit, prenant la parole pour la première fois. Ma voix était calme, posée, la voix d'une femme qui avait déjà survécu à la tempête. Les 10 000 caisses que tu as vendues en primeur, celles que tu as garanties Grand Cru. Guillaume a ouvert le dossier. Sur le dessus se trouvait l'impression du serveur que Léo avait sauvegardé. Le rapport de panne de la climatisation, du 14 au 18 juillet. Température moyenne, 37 degrés Celsius. J'ai vu la réalisation le frapper par vagues. D'abord, la confusion, puis la reconnaissance, et enfin, la terreur absolue. Il connaissait le vin, il ne savait pas le faire pousser. Mais il savait le vendre. Et il savait qu'on ne peut pas vendre du vinaigre oxydé à 200 € la bouteille. Il a regardé le contrat dont il venait d'assumer la responsabilité. La clause sur le remboursement plus dommages et intérêts semblait briller sur la page. « C'est foutu ?» a-t-il chuchoté. « C'est du vinaigre. »« Guillaume, ai-je dit. Et puisque tu viens de signer la renonciation et le transfert d'actifs, ce procès pour rupture de contrat, il est à toi. Les 4 millions de prêts sur les vignes malades, à toi. Tu voulais la marque. Tu l'as. » Guillaume s'est levé, sa chaise raclant violemment contre le sol. « Tu m'as piégé. » Elle savait. « Votre honneur. » Elle savait. La juge Mercier a frappé son marteau. « Monsieur Valmont, vous avez refusé l'audit. Vous avez signé la renonciation. L'audience est levée. Je me suis levée. Et je suis sortie. Je n'ai pas regardé Guillaume en arrière, qui composait frénétiquement le numéro de son banquier. Je n'ai pas regardé Chloé, qui fixait Guillaume avec la réalisation naissante que son ticket gagnant venait d'être annulé.
J'ai entendu plus tard qu'elle l'avait quitté avant même qu'il n'atteigne le parking. Les retombées ont été spectaculaires. Le distributeur a porté plainte pour fraude la semaine suivante. La banque a rappelé les prêts quand le rapport sur le phylloxéra a été rendu public. Le château Valmont n'a pas seulement fait faillite. Il a implosé. Guillaume s'est retrouvé avec une étiquette brillante collée sur une montagne de dettes. 6 mois plus tard, j'étais agenouillée dans la terre. 2 départements plus loin, je n'ai pas acheté de manoir. J'ai utilisé mon fonds de départ pour acheter 5 hectares de sol négligés dans le pic Saint-Loup. Ce n'est pas grand-chose. Il n'y a pas de salle de dégustation, pas de sols en marbre, pas d'influenceurs prenant des selfies près du portail. Juste moi, Léo et les vignes. Le soleil se couchait, projetant de longues ombres à travers les rangées. J'ai essuyé mes mains sur mon jean, sentant le grain de la terre. C'était réel. C'était propre. Léo marchait le long de la rangée, vérifiant les nouvelles greffes. Il avait l'air heureux. Il ressemblait à nouveau à un enfant, pas à un soldat dans une guerre de divorce. J'ai pensé au sécateur de tante Solange, accroché dans la grange. Elle avait raison. Je n'étais plus le fruit. J'avais été écrasée. Oui, j'avais été pressée, filtrée et stockée dans le noir. Mais je n'avais pas tourné. Je m'étais transformée. J'ai pris une grande inspiration de l'air frais du soir. Ça sentait la terre, la pluie et la liberté. Je l'avais laissé gagner la bataille pour pouvoir gagner la guerre. Et debout là, sous mon propre ciel, sur ma propre terre, je savais que j'avais gagné quelque chose de bien plus précieux qu'un vignoble. Je m'étais regagné moi-même. Si vous avez déjà dû laisser quelqu'un gagner une bataille pour pouvoir gagner la guerre, partagez cette histoire. Et n'oubliez pas de vous abonner, parce que la meilleure vengeance, c'est de bien vivre.